Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super. Bien le moral? Oui, toujours. D'accord. Toujours, parce que s'il n'y a pas le moral, on est mort. D'accord. On retourne combien d'années? On va pas loin en arrière. Mais on va en 1986, donc 35 ans en arrière. Le 28 janvier 1986, c'est un jour triste malheureusement pour l'histoire de l'aérospatiale parce que évidemment, c'est le jour de l'accident de Challenger, de la navette spatiale Challenger. Tu as une bonne mémoire. Alors, il faut savoir que c'est un jour triste, mais qui aura également permis de faire évoluer notamment le domaine aérospatial, surtout en matière de sécurité. Parce que, évidemment, cet accident-là aura contraint la NASA à revoir complètement son mode d'organisation et de fonctionnement, le mode de création, enfin le mode de création des différents matériaux qui entrent dans la conception de la navette spatiale, et puis de revoir totalement la chaîne de décision depuis les ingénieurs qui sont sur le pas de tir jusqu'au niveau le plus élevé, notamment au niveau de la chaîne de commandement opérationnel. C'est un jour aussi triste parce que il faut savoir que cette mission qui était appelée la mission STS-50L, c'était la 26e mission des navettes spatiales. Et puis, c'était une mission aussi qui était particulièrement innovante dans la mesure où c'était pour la première fois que dans les membres d'équipage d'une navette spatiale, on avait une personnalité issue du monde civil. Il y avait une enseignante qui s'appelait Christa McAuliffe. Celle-ci avait été sélectionnée sur près de 1000 candidats qui avaient postulé pour participer à cette mission-là de Challenger. Et elle, évidemment, elle avait une double mission. C'était d'abord de réaliser des expérimentations dans l'espace en apesanteur. Et ces expérimentations devaient être diffusées directement via les chaînes de télé et à destination des jeunes écoliers américains. L'objectif étant ici d'inciter un peu plus les jeunes américains à s'intéresser à la science et particulièrement à s'intéresser au domaine de l'aérospatiale. Malheureusement, pour elle et pour les membres de cette équipe, de l'équipage de Challenger, cette mission va tourner court puisque le 28 janvier 1986, 75 secondes exactement après le décollage de la navette Challenger, celle-ci se désagrégeait à environ 14 000 mètres d'altitude. Ça fait à peu près une centaine de kilomètres du sol. Elle se désagrégeait devant les yeux médusés des dizaines de milliers de spectateurs qui s'étaient déplacés en masse sur le site de Cap Canaveral en Floride pour assister à cet événement. Alors, bien entendu, dans un premier temps, les gens vont être totalement perdus parce que vous imaginez une mission comme celle-ci qui est diffusée en direct à la télévision, des centaines de caméras, des centaines de chaînes de télévision du monde entier qui viennent là et qui constatent et qui assistent malheureusement impuissants à la désagrégation de cette navette spatiale-là, ça a beaucoup choqué le monde entier. Et puis la première chose, il faut savoir que dans toute l'histoire de l'aérospatiale américaine, c'était la première fois que les Américains perdaient des cosmonautes au cours d'une mission. Parce que, évidemment, même si... Les astronautes. Les Américains perdaient des astronautes au cours d'une mission. Cosmonautes, c'est pour les Russes. Bon, astronautes, cosmonautes... Ouais, non, je sais, c'est le jeu de mots qui est dans Armageddon. Donc, ils perdaient des membres d'équipage au cours d'une mission. Et, évidemment, ce n'étaient pas les premiers cosmonautes qui étaient morts. Il faut savoir qu'en 1963, 3 cosmonautes avaient déjà été tués, mais cette fois-ci, ce n'était pas au cours d'une mission, mais c'était au cours d'une séance de répétition en vue de la préparation d'une mission. Ils préparaient notamment la mission Apollo 6 et ils étaient morts sur le site même où ils étaient en train de faire les tests parce que évidemment il y avait le réservoir qui contenait toute la réserve d'oxygène qui avait explosé et donc les 3 cosmonautes s'étaient retrouvés emprisonnés dans la capsule sans oxygène et ils étaient cernés par les flammes. Le temps malheureusement que l'on essaye d'éteindre les flammes et d'accéder jusqu'à l'intérieur de la capsule où ils étaient bloqués, les 3 astronautes étaient déjà morts asphyxiés. Donc c'était la première fois en 1963 que des
cosmonautes américains décédaient aux États-Unis. Mais c'était, comme je le disais, au cours d'une phase d'entraînement, ce n'était pas au cours d'une phase elle-même de la mission. Or là, on assiste au premier décès de 7 astronautes américains. Il y avait 5 hommes et 2 femmes. Et puis, évidemment, à partir de ce moment, des interrogations vont tout naturellement être posées, à savoir qu'est-ce qui a pu causer, qu'est-ce qui est à l'origine de ce drame. Alors, bien entendu, après la mise en place d'une commission qu'on va appeler la commission Rogers, du nom du président de celle-ci, une commission à l'intérieur de laquelle il y avait diverses personnalités. On avait notamment Neil Armstrong, qui était le premier cosmonaute américain à avoir posé les pieds sur la Lune. On avait par exemple Chuck Yeager, qui était le premier pilote à avoir dépassé le mur du son. On avait des personnalités, des physiciens, on avait, comme je l'ai dit, des anciens pilotes. On avait également un certain nombre de juristes aussi, parce qu'il y avait des conséquences sur le plan de la justice lorsqu'il y a un tel drame. Alors cette commission Rogers va notamment analyser les débris qui ont été nombreux, qui vont être ramassés notamment dans le Pacifique. Et puis, ils vont également analyser les nombreuses heures de vidéos qui avaient déjà été enregistrées. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des centaines de caméras sur place. Et donc, ils vont réussir. Et aussi, il y avait des caméras tout autour du site même. Et donc, ils vont analyser toutes ces images-là. Et la commission va arriver à une conclusion, c'est que la cause de l'accident est la perte d'étanchéité d'un joint d'un des boosters de la navette spatiale. Il faut savoir que, pour ceux qui n'en ont jamais vu, vous pouvez aller sur YouTube, vous regardez, la navette repose sur une espèce de tube énorme, juste en dessous. C'est le tube dans lequel il y a un mélange d'hydrogène, d'oxygène et d'autres, et du carburant. Et puis à côté, vous avez des boosters. Ces boosters-là, en fait, permettent d'extraire la navette spatiale de la pesante du sol, pour l'emmener jusqu'à une certaine hauteur, environ 16 000, 17 000 mètres d'altitude. Et à partir de là, ces boosters-là latéraux, c'est comme ça qu'on les appelle, se détache de la navette, ne reste plus que cette espèce d'énorme réservoir qui est en dessous, et celui-là maintenant s'enclenche pour maintenant extraire la navette de l'atmosphère terrestre et l'emmener dans l'espace. À partir de là, lorsqu'il aura ce réservoir-là donnera suffisamment de puissance à la navette pour s'extraire de l'atmosphère, elle aussi va se détacher de la navette et retomber sur Terre. Évidemment, ces boosters-là et cet énorme réservoir sont des éléments que l'on récupère pour pouvoir les réutiliser lors d'un prochain lancement. C'est ce qui faisait justement l'innovation technologique de la navette à l'époque, c'est qu'on pouvait réutiliser l'ensemble des composantes qui constituent la navette. La navette, elle part dans l'espace et puis elle revient, elle atterrit, elle est entière, et la même chose pour les boosters et le réservoir central. Donc, tous ces équipements-là faisaient qu'on n'avait pas besoin d'en racheter, et donc on n'avait pas besoin de dépenser des centaines de millions de dollars pour les reconstituer. Alors, donc, c'est la perte d'étanchéité d'un des boosters latéraux qui serait à l'origine d'un départ de flamme, et c'est ce départ de flamme-là qui va par la suite toucher les réservoirs centrales qui contient la plus grande masse de carburant, et c'est à partir de là qu'il va y avoir l'explosion. Les images aussi ont révélé que les membres d'équipage en réalité ne sont pas morts au moment où le réservoir central explosait. Pourquoi ? Parce que dans la navette spatiale, la cabine dans laquelle se trouvait l'équipage était suffisamment protégée contre évidemment les effets liés à cette explosion. Malheureusement pour eux, vu la hauteur à partir de laquelle ils ont opéré leur chute, et ils se sont écrasés sur la mer, c'est au moment de l'impact sur la mer que le membre d'équipage est décédé. Et il faut pas, et là on avait découvert par la suite que dans les premières versions de la navette spatiale, il était prévu d'installer des sièges éjectables dans la cabine à destination des membres d'équipage, mais que ces sièges éjectables-là avaient été retirés 3 missions auparavant, parce qu'ils estimaient que
la navette était suffisamment fiable pour pouvoir partir et revenir. Et donc, il n'y avait pas de raison de maintenir ces sièges éjectables-là, d'autant plus qu'il fallait tout mettre pour essayer d'alléger au maximum la navette. Et donc, pour eux, c'était des équipements qui alourdissaient la navette et donc, ils n'avaient plus de raison de les garder à l'intérieur. Malheureusement, s'il y avait eu ces sièges éjectables-là dans la navette à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait eu des survivants au cours de cette navette-là. Et puis, donc, la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'enquête va révéler que la perte d'étanchéité, et ça aussi, c'est quelque chose de très révélateur, c'est que les ingénieurs savaient que parce qu'on avait fait des tests de conception, on savait que les joints ces joints d'étanchéité-là pouvaient être défaillants, notamment lorsqu'ils étaient exposés à de très basses températures. Or, en janvier 1986, nous sommes les températures, même si on est en Floride, les températures quand même étaient particulièrement basse et c'est la raison pour laquelle, il ne faut pas l'oublier, cette mission-là avait été reportée déjà à 4 reprises et même le jour du 28 janvier 1986, le premier décollage était prévu pour 9h38 heure locale. Et donc, on avait dû repousser de 2 heures. Pourquoi? Parce que les équipes qui étaient chargées justement de décider si la navette décollait ou pas n'étaient pas tous d'accord. Une équipe était contre parce qu'ils estimaient que la température basse du pâtir, enfin la météo qui avait fait chuter la température, avait fait former de la glace dans certaines parties de la navette et notamment autour de ces joints d'étanchéité là. Et donc, pour eux, ils ne pouvaient pas garantir la fiabilité de cette pièce-là qui est essentielle. Pour d'autres, par contre, ils estimaient que, étant donné que les coûts que représentait le fait qu'on aille de report en report, il suffisait tout simplement de faire fondre la glace et de faire décoller la navette et qu'il n'y aurait certainement pas de danger. Mais il faut aussi savoir, leur corps défendant, que évidemment, même si on avait fait des tests d'étanchéité sur ces joints-là, eh ben, à l'époque, les ingénieurs, même y compris ceux qui étaient contre le décollage, ils n'avaient pas en fait conscience de la gravité des conséquences qu'un manque d'étanchéité de ces joints-là pouvait entraîner. Ils savaient que s'il y avait un manque d'étanchéité, il y aurait eu des fuites de carburant, mais ils ne pensaient pas que cette fuite-là pourrait avoir des conséquences aussi dramatiques. Donc c'est la raison pour laquelle, même s'il y a eu une équipe, semble-t-il, autour, il y a eu une majorité qui s'est décidée pour le lancement de la mission, malgré le fait que, il y avait des risques que les joints là ne soient défaillants, il n'empêche que eux aussi n'avaient pas véritablement les arguments pour être contre. Et malheureusement, c'est à cause de cette décision-là que 75 secondes plus tard, ce sont des familles entières qui vont sombrer dans le drame et la désolation. Ça n'a duré que 75 secondes. Oui, le décollage, à l'explosion. Du décollage jusqu'à l'explosion. Parce qu'il faut savoir que dès que la navette s'est extraite, les vidéos ont pu le démontrer, environ une dizaine de secondes après le décollage, on voit un minuscule départ de flamme du côté d'un joint d'étanchéité et après on voit un deuxième départ de flamme, mais cette fois-ci, c'est le départ de flamme qui touche le gros réservoir et qui va entraîner l'explosion puis la désagrégation de la navette spatiale. Et donc, cela va inciter, à la suite des conclusions de la commission Rogers, cela va entraîner de revoir totalement d'abord la conception et la structure même des navettes spatiales. C'est la raison pour laquelle les vols des navettes spatiales vont être interrompus durant 3 ans. On va revoir l'ensemble de la structure de la navette spatiale. On va revoir l'ensemble des procédures de commandement, parce que là aussi, la commission va révéler un problème, c'est qu'il y avait insuffisamment de ressources humaines au niveau de la NASA dans le processus de relais de l'information de la base jusqu'au commandement opérationnel. On va se rendre compte que les ingénieurs qui étaient au sol, qui avaient cette information-là, qui avaient constaté que les joints d'étanchéité étaient fortement frappés par la glace et donc la structure même de ces joints-là était véritablement altérée, c'est le jour du lancement, ces ingénieurs-là, ils n'ont pas eu le temps de transmettre cette information-là essentielle au commandement opérationnel, et donc ces derniers, n'ayant pas cette information-là, ils vont ordonner le départ de la mission. Et donc, on va revoir également les ressources humaines, on va
augmenter le nombre de personnes qui travaillent notamment dans ce type de mission-là. On va revoir la chaîne de décision opérationnelle de telle sorte que, en temps et en heure, ceux qui sont chargés de prendre la décision finale aient toutes les informations possibles sur les conditions générales de la navette et également pour être sûr que évidemment tout est réuni pour que le décollage puisse se faire sans danger. Mais malheureusement cela ne va pas suffire puisque 17 ans plus tard, en 2003, on aura également un autre drame, celui de la désagrégation de la planète Columbia. Même si évidemment cette fois-ci cela se fait, ce n'est pas exactement la même chose qui s'est produite. Pour Columbia, c'est justement une plaque qui est chargée de protéger le bas de la navette, parce que lorsque l'on rentre, la navette rentre dans l'atmosphère terrestre, elle traverse une partie de l'atmosphère qui est extrêmement chaude, notamment la partie qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Et dans cette zone-là, les températures peuvent parfois atteindre jusqu'à 1000 degrés Celsius. Et donc, il y a justement une plaque de protection thermique qui avait sauté au moment du départ de la planète Columbia dans l'espace. Et pendant plusieurs jours, les ingénieurs s'étaient demandé est-ce qu'il fallait retarder le retour de la planète sur Terre, c'est-à-dire voire même envoyer une autre planète dans l'espace avec les plaques qui manquaient pour l'installer là-bas et faire revenir la navette. Puis les ingénieurs avaient décidé que le fait que cette plaque-là manque n'était pas ne pouvait pas constituer un véritable danger pour la structure même de la navette et que les astronautes pouvaient faire le voyage retour et qu'une fois au sol, on allait tout simplement réparer cette plaque de protection-là. Malheureusement, ça aura été la mauvaise décision puisque c'est à cause justement de l'absence de cette plaque-là que ce drame-là également va se produire. C'est pour dire deux choses. C'est que dans toute l'histoire de l'aérospatiale, en réalité, il y a deux phases qui sont extrêmement critiques et dangereuses. C'est la phase de départ et la phase de retour. Il n'y a jamais eu, de toute l'histoire de l'aérospatiale, il n'y a jamais eu d'accident dans l'espace. Les astronautes, une fois qu'ils sont hors de l'orbite terrestre, ils n'ont jamais fait face à une situation où, évidemment, leur vie serait en danger. Par contre, tous les accidents auxquels on a assisté jusqu'aujourd'hui, depuis l'avènement même de la conquête spatiale, ont toujours eu lieu soit au départ, soit à l'arrivée. Et puis, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus de matériaux très sophistiqués, mais aussi aujourd'hui, les gens ont véritablement conscience que le risque zéro n'existe pas et donc ils essaient de mettre tout en œuvre pour que les conditions soient les plus optimales possibles pour parvenir à la réussite d'une mission. Mais évidemment, ces deux accidents-là, en l'occurrence, la première, celle de Challenger, a véritablement aussi été une douche froide pour les Américains parce que depuis le début de la conquête spatiale, comme je le dis, c'était la 56e mission et qu'en 55 missions au préalable, ils n'avaient jamais eu d'incidents graves. Ils avaient eu déjà des incidents, mais c'était des incidents techniques mineurs et donc ils avaient une foi inébranlable en leur technologie et c'est justement cet excès de confiance en leur technologie-là qui aura entraîné cet accident tragique et celle-ci donc les aura ramenés en quelque sorte à revenir sur Terre et à cette fois-ci considérer que le risque zéro n'existe jamais. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'histoire de la navette spatiale Challenger. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.